Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va plonger dans un film qui raconte l'histoire de Michael Myers, un psychopathe et meurtrier, à partir de l'époque où il n'avait que 10 ans. Ce personnage est devenu une figure emblématique de la pop culture moderne et une référence du cinéma d'horreur classique. Le réalisateur Rob Zombie a choisi de dépeindre méticuleusement l'évolution de la personnalité de ce maniaque. Il plonge le public dans la vie d'un adolescent troublé qui grandit dans une famille dysfonctionnelle. Un voyage qui finit par le façonner dans l'incarnation même du mal absolu. Alors, mets-toi à l'aise et prépare-toi pour de bons frissons. Le film s'ouvre sur une citation du personnage du film, le docteur Loomis, disant que les âmes les plus sombres ne sont pas celles qui vivent en enfer, mais celles qui se déplacent discrètement parmi les humains. La scène suivante nous emmène chez les Myers, à Haddonfield, dans l'Illinois, le 31 octobre. Au deuxième étage, un jeune garçon portant un masque de clown plutôt étrange emmène Elvis, son rat de compagnie, quelque part. Pendant ce temps-là, dans la cuisine, ses parents se disputent. Il est tout à fait clair que cette famille est dysfonctionnelle. Le père, Ronnie, est un alcoolique estropié. La mère, Deborah, gagne sa vie en tant que stripteaseuse. La sœur aînée, Judith, est une adolescente rebelle et promiscuité. Le seul qui se présente comme un enfant normal est Angel, la sœur cadette de Michael. Pendant qu'Angel pleure, les parents se crient toutes sortes d'obscénités. Juste à ce moment-là, Judith entre dans la cuisine. Deborah l'envoie chercher son frère à l'étage. Ronnie, le chef de famille, fait un commentaire louche sur sa fille. À l'indignation de sa femme, il répond juste qu'elle est jalouse de son propre enfant. Ça rend Deborah vraiment furieuse. Pendant que les parents se disputent, Michael, avec un masque de clown, s'entête à garder la porte fermée, ne laissant pas entrer sa sœur. Il nettoie le scalpel qu'il vient d'utiliser pour disséquer son rat dans l'évier. Enfin, le garçon accepte de se joindre à tout le monde pour le petit déjeuner. Le père sent que quelque chose ne va pas avec Michael, mais il ne fait aucun effort pour l'aider. Au lieu de ça, il rabaisse et ridiculise son propre enfant. Michael parle à sa mère de la mort de son animal de compagnie, et que c'est pour ça qu'il est resté à l'étage. Deborah lui assure qu'ils lui achèteront un nouveau rat, tandis que la sœur et Ronnie continuent de le taquiner. La scène se termine avec l'homme arrachant le masque de clown du visage de Michael. Il promet de battre son fils dès que son bras sera guéri. La scène suivante nous emmène à l'école où va Michael. Il se fait harceler dans les toilettes par deux lycéens. L'un d'eux montre une brochure d'un club de striptease avec la mère nue de Michael, et il menace de faire des copies pour toute l'école. Pendant ce temps-là, le directeur de l'école entre dans les toilettes et essaie d'arrêter le combat, mais Michael lui répond avec colère. Après ça, Deborah se fait appeler à l'école. Dans le bureau du directeur, elle tente de rejeter la faute sur les enseignants, mais le directeur souligne que le problème vient de son fils. Il fait venir un psychologue nommé Dr Loomis. Celui-ci dit à Deborah que Michael est aux prises de problèmes psychologiques importants, comme vu par ses antécédents de cruauté envers les animaux et de comportements agressifs. Bien que Deborah reste sceptique, le médecin présente des preuves solides. Il révèle un chat mort et une pile de photos représentant d'autres animaux qui ont été brutalement torturés. Étonnamment, tous ces objets dérangeants ont été trouvés dans le sac à dos de son fils. God. Oh, this is really sick. Michael, saisissant l'occasion, s'échappe. Il attrape un masque de clown et un sac dans son casier. Il suit ensuite le garçon qui l'a harcelé dans les toilettes de l'école, alors que celui-ci entre dans une zone forestière isolée. Michael frappe les genoux du garçon avec une grosse branche. Il continue de le frapper, jusqu'à ce que le garçon s'effondre sur les feuilles sèches. Enfin, Michael révèle son visage à la victime, avant de remettre le masque et de porter les derniers coups mortels. Après cet épisode brutal, Michael lâche la branche et rentre chez lui. Une fois sur place, il trouve son père absorbé par un film d'horreur. Ronnie continue avec ses commentaires irrespectueux adressés à son fils. Cette fois, il choisit de se moquer des penchants sadiques de Michael. Le barrage de langage offensant et de taquinerie malveillante est écourté par Deborah. Michael demande à sa mère s'il peut aller faire une collecte de bonbons. D'abord hésitant à cause de la cruauté de Michael envers les animaux. Sa mère finit par le laisser partir. Elle demande à Judith de l'accompagner. Mais la fille choisit de ne pas le faire, car elle préfère aller dans sa chambre avec son copain. Michael se retrouve seul dehors, assis sur le trottoir, regardant tristement en loin. Pendant ce temps-là, sa mère travaille, dansant pour un étranger au hasard. Son père, un peu grincheux, s'assoupit sur une chaise, et sa sœur aînée est occupée avec son copain. Le copain de Judith apporte ce masque étrange d'un gars pâle aux cheveux foncés. Il le met et s'amuse avec sa copine. Open. Au même moment, Ronnie s'assoupit devant la télé, après avoir un peu trop bu. Michael entre dans la cuisine et y passe du temps à grignoter des bonbons. Puis il sort un couteau et du ruban adhésif robuste d'un tiroir. Il se dirige vers l'endroit où dort Ronnie, l'attache soigneusement, puis lui scotche la bouche. Puis, il tranche rapidement la gorge de l'homme et regarde calmement la vie de l'homme s'éclipser. Bien sûr, il porte son masque de clown préféré tout en faisant ça.
Alors que Michael tue son propre père, Judith met ses écouteurs, tandis que son copain se dirige au rez-de-chaussée pour aller chercher de la nourriture. Michael ne lui montre aucune pitié, balançant une grosse batte de baseball et lançant de multiples coups sur la tête et le corps du pauvre gars. Michael laisse tomber la batte par terre et décide de s'en prendre à Judith. Il la rattrape dans sa chambre et la poignarde 17 fois. Le garçon tue sa sœur alors qu'elle essaie de s'éloigner en rampant dans le couloir. Michael épargne sa sœur cadette Angel. Il l'embrasse et lui souhaite un joyeux Halloween. Lorsque la mère revient de son travail, elle voit Michael assis sur le trottoir devant la maison, portant son masque. Il est silencieux et le bruit des sirènes qui s'approchent peut être entendu au loin. Il y a un reportage télévisé détaillant les meurtres brutaux. Le garçon est admis au Smith Grove Sanitarium pour y être soigné. Le procès du tueur adolescent se poursuit pendant 11 mois. Le psychologue Samuel Loomis, qui mène des séances régulières avec Michael à l'hôpital, est présent à ce procès, qui est filmé. Au cours de ces conversations, le jeune psychopathe affirme n'avoir aucun souvenir d'avoir commis les meurtres et nie toute culpabilité. La mère de Michael lui rend visite. Le garçon lui parle d'une manière parfaitement normale, ne montrant aucun signe de folie ou d'hostilité. Au fil du temps, un concierge local, joué par Danny Trejo, tente de se lier d'amitié avec Michael. Il se réfère affectueusement à l'adolescent en tant que Mickey, et il se sent sincèrement désolé pour l'enfant, car il a lui-même été incarcéré, bien que dans une véritable prison. Les séances avec le docteur Loomis se poursuivent. Michael montre ses masques faits maison au psychiatre. Il dit que ces masques sont un moyen de cacher ses secrets. La couleur préférée du garçon est le noir, et il ne montre son visage que lors des visites de sa mère. À l'une de ces visites, il montre son nouveau masque à Deborah, et il ne l'enlève pas. Le garçon dit qu'il fait des masques pour cacher son vrai visage et sa laideur. I believe that these masks have begun to create a mental sanctuary in which Michael can hide within himself and from himself. Au fil du temps, Michael se retrouve de plus en plus distant mentalement, et il ne communique pas beaucoup avec les gens autour de lui. Ça inquiète le docteur Loomis, mais il ne peut rien y faire. Au cours d'une autre séance, Michael crie sur le médecin et insiste pour qu'il le laisse partir. Finalement, il fond en larmes, retombant dans un état d'étourdissement. Selon le docteur Loomis, Michael est sur le point de perdre la raison. Le psychiatre demande désespérément à ses supérieurs la permission de mener une séance à l'extérieur, ce qui lui donnerait une chance de plus d'aider le jeune homme. Mais Michael ne dit plus rien et refuse d'enlever son masque. La seule chose qu'il dit, à plusieurs reprises, c'est qu'il veut juste rentrer chez lui. Lors de la visite de sa mère, il évite de révéler son visage et ignore ses supplications pour qu'il mange. Chaque fois que Deborah essaie d'établir un contact visuel, le garçon demande à ce que son masque soit remis. Le docteur Loomis croit qu'il devient de moins en moins humain. Avant de partir, sa mère donne une vieille photo de lui, tenant Angel à Michael. Le médecin propose d'accompagner Deborah à sa voiture. Une infirmière entre dans la pièce pour garder un œil sur le jeune psychopathe. Profitant du regard détourné de l'infirmière, Michael prend rapidement une fourchette et la poignarde dans le cou. Alors que la femme meurt par terre, Michael la regarde avec indifférence. La mère et le médecin se précipitent vers le bruit. La femme essaie d'enlever le masque de son fils, mais le garçon commence à crier. Enfin, le psychopathe est enfermé dans sa cellule. Deborah rentre chez elle, incapable de comprendre ce qui s'est passé. Elle regarde des vieilles cassettes vidéo avec son fils, encore et encore. À un moment donné, elle n'en peut plus. Alors, elle met le canon d'un revolver dans sa bouche. Et... Au cri de sa plus jeune fille, elle quitte ce monde. L'histoire reprend 15 ans plus tard. On voit deux infirmiers marcher tranquillement dans le couloir de la clinique en direction de la cellule de Michael. On peut en reconnaître un, joué par Trejo dans une scène antérieure. Il n'a plus que 3 mois avant la retraite, et il prend un moment pour informer la nouvelle recrue. À son bureau, Michael s'assoit en silence, fabriquant de nouveaux masques, comme s'il était entré dans une brume étrange. Les infirmiers le trouvent dans cet état. Hey, don't touch those. L'infirmier principal demande au débutant de ne pas toucher les masques accrochés au mur, mais le débutant n'est pas trop inquiet et commence sans crainte à se moquer de Michael. Michael, menotté, est emmené à sa séance avec le docteur Loomis. Le médecin n'a pas réussi à faire dire un seul mot au psychopathe au cours des 15 dernières années. Il dit à son patient qu'il ne peut plus l'aider, et il part. I have to move on. I'm sorry. Michael ne semble pas être ému par ses paroles. Il reste immobile, enchaîné à la chaise. Il s'avère que le docteur Loomis a écrit le livre sur Michael. Le médecin l'a appelé « Les yeux du diable » et il décrit son patient comme le mal pur incarné. Behind these eyes, one finds only blackness.
Ce soir-là même, 2 infirmiers sont de service à la clinique. L'un d'eux a été briefé par le personnage de Trero plus tôt. Il prévoit de se faufiler dans une pièce où une patiente a récemment été admise, pensant abuser d'elle. Finalement, ils décident de le faire dans la chambre de Michael. Une fois à l'intérieur, ils commencent leurs actions méprisables. Pendant que l'un d'eux s'occupe de la fille, l'autre commence à provoquer le géant imposant, qui n'a pas parlé depuis 15 ans. Les infirmiers détruisent ses masques et font des choses répugnantes. Soudainement, la silhouette sinistre se lève de sa chaise, saisit l'un des malfaiteurs par le cou et le jette avec force contre le mur. Le deuxième infirmier essaie d'aider son pote et commence à frapper Michael avec une matraque. Mais le psychopathe ne réagit pas du tout. Il jette la première victime sur son bureau et s'en prend au deuxième attaquant. Quelque temps plus tard, un autre infirmier arrive à la clinique et voit les conséquences du massacre. Michael n'a épargné personne. Il a tué brutalement tous les gardes et le personnel. Quand le tueur voit le vieil homme, le gars reste immobile et se laisse menotter. Mais là, il saisit soudainement l'infirmier par le cou et le jette dans la pièce du fond. Il commence par noyer le mec dans l'évier, le laissant à moitié mort. Puis, pour l'achever, il lance une télé droit sur la tête du gars. Quand la police arrive sur les lieux, Michael est parti depuis longtemps. Le chef de la clinique appelle le docteur Loomis. Celui-ci se précipite immédiatement à la clinique. Pendant que tout ça se passe, Michael se dirige vers un entrepôt. Juste à ces moments-là, un chauffeur de camion nommé Grizzly se présente. Saisissant l'occasion, le psychopathe le piège dans les toilettes, enlève rapidement le couteau de la victime et le blesse mortellement. Ensuite, il enlève la combinaison et les chaussures de la victime, et il les met. Sous sa nouvelle apparence, Michael poursuit son voyage sanglant. La scène suivante nous emmène à Haddonfield, la ville natale du psychopathe. Les habitants disent que l'ancienne maison de la famille Myers contient le mal. On est le 31 octobre, et tout le monde est occupé à préparer les célébrations d'Halloween. On voit la routine matinale d'une écolière nommée Laurie et de sa famille. Sa mère fait des œufs brouillés, son père s'assoit à la table, et Laurie fait quelques blagues effrontées avant de se rendre à l'école. Sur son chemin, elle croise Tommy, le garçon qu'elle garde. À ce moment-là, Michael arrive dans son ancienne maison et ouvre sa cachette secrète. Il sort son masque d'homme pâle et le met aussitôt. Le visage sinistre du psychopathe est illuminé par la faible lumière qui pénètre dans la maison. À ce moment précis, Laurie et Tommy s'approchent de l'ancienne maison des Myers. La fille veut effrayer son jeune ami et se rend dans le bâtiment, que les habitants désignent comme étant la maison du diable, où vit le croque-mitaine. Laurie fourre des papiers dans la boîte aux lettres et retourne vers le garçon. Le père de Laurie est agent immobilier et la maison des Myers est mise en vente. C'est pourquoi il a demandé à sa fille de déposer les papiers sur son chemin. Pendant tout ce temps-là, Michael regarde les deux jeunes. La scène suivante se déroule à l'école. 3 amis, Annie, Laurie et Linda, discutent des plans pour la soirée. Linda veut se faufiler pour rencontrer un gars à la maison des horreurs des Myers. Pendant qu'elle raconte son plan aux autres filles, Michael les surveille de près d'une rue voisine. Linda le repère, mais il disparaît rapidement. Annie a fait ses plans pour Halloween aussi, car elle veut passer la soirée avec Paul, son copain. Laurie est censée garder Tommy, et elle accepte de s'occuper de Lindsay Wallace aussi, pour qu'Annie puisse organiser un rendez-vous dans la maison vide de Wallace. Dans la ville tranquille, personne ne soupçonne quoi que ce soit, mais le docteur Loomis, avec 2 autres médecins, est en mission pour retrouver le psychopathe. L'un de ses compagnons est le propriétaire de la clinique, où Michael était détenu. Loomis tient ses collègues pour responsables de l'incident, alors qu'ils essaient de rejeter la faute sur les gardes. Frustré, Loomis part, les traitant d'idiots et les exhortant à signaler l'affaire aux autorités. Il souligne également à ses collègues que Michael se trouve probablement à Haddonfield. Étrangement, les hommes n'avaient pas capté ce point évident. Le docteur Loomis croit que Michael s'y est rendu pour retrouver sa sœur cadette. Pendant ce temps-là, l'école est terminée et Laurie et Linda rentrent à la maison. Sur le chemin, les filles discutent des pom-pom girls. Un peu plus tard, Annie les rattrape. Alors qu'elles marchent dans une rue, les écolières voient Michael debout au milieu de la route. Hey, my daddy's the sheriff. Why don't you go crawl back under your fucking rock? Annie lui dit de partir en criant qu'elle est la fille du shérif. Une fois Michael hors de vue, le père d'Annie se dirige vers eux dans sa voiture de police. Elle saute dedans et ils rentrent chez eux, tandis que Laurie et Linda continuent leur promenade. À un moment donné, elles suivent toutes les deux leur propre chemin et Laurie commence à se sentir mal à l'aise. Elle continue de regarder autour d'elle, comme si elle avait l'impression d'être surveillée. Sa peur s'apaise quand elle rentre à la maison. Sa mère installe un squelette pour Halloween et Michael regarde tout ça de loin. La scène suivante commence au cimetière où le docteur Loomis arrive. Il appelle le shérif et il se promène avec le jardinier parmi les tombes. Au lieu d'une des pierres tombales, il tombe sur un coyote crucifié sur une croix. Loomis n'a pas trop de mal à deviner de qui est enterré là. Le soir d'Halloween, Linda et son copain arrivent à la maison des Myers. Ils montent à l'étage, où le couple s'amuse bien. À un moment donné, Linda demande à son copain de prendre une autre canette de bière. Mais lorsqu'il voit le frigo dans sa voiture, il ne trouve qu'une pile de canettes vides. Mettant un costume de fantôme, le gars retourne à l'intérieur de la maison, et c'est là que Michael l'attrape.
Ensuite, Michael enfile le costume de sa victime et se dirige vers la chambre de Linda. Le psychopathe lui donne la canette de bière et la fille lui tourne le dos. Profitant du moment, le maniaque saisit Linda par la gorge. Alors que la fille s'évanouit, Michael la ramasse et l'emmène dans un endroit inconnu. Au même moment, le docteur Loomis arrive au magasin et s'achète un gros revolver. Et pendant ce temps-là, Laurie quitte la maison de ses parents avec Annie pour garder Tommy. Pendant que Laurie est loin de la maison, Michael s'y rend et assassine brutalement son père. Il attrape alors la mère de Laurie. La femme n'a pas le temps d'appeler la police. En attendant, le psychopathe regarde la photo de Laurie dans l'un des cadres. Pendant que ces terribles événements se déroulent chez Laurie, celle-ci est occupée à préparer le dîner pour Tommy, le garçon qu'elle garde. Le gamin la bombarde de questions sur le croque-mitaine, un conte effrayant dont tout le monde parle à l'école. Juste à ce moment-là, Laurie ressent un appel d'Annie, qui annonce qu'elle va bientôt déposer la petite sœur de son copain. Lindsay, quant à elle, est collée à un vieux film d'horreur à la télé, le même que le père de Michael regardait quand son fils l'a tué. La pièce est faiblement éclairée, et la fille ne sait pas que Michael se tient derrière elle en silence. Quand Annie entre dans la pièce, le maniaque disparaît quelque part. De l'autre côté de la ville, le shérif rencontre le docteur Loomis. Le psychiatre essaie d'expliquer à l'agent ce qui s'est passé, mais le shérif n'est pas particulièrement inquiet. Le coyote et la pierre tombale manquante ne lui semblent pas convaincants, et aucun meurtre n'a encore été signalé. Loomis insiste sur le fait que c'est une question de vie ou de mort, mais le shérif l'invite à revenir le lendemain. Le médecin soutient que beaucoup de mauvaises choses peuvent arriver avant le lendemain justement. Annie amène Lindsay chez Laurie. Les enfants regardent la télévision, et la fille du shérif part à la hâte pour rencontrer Paul. Au commissariat, Loomis tente de convaincre le shérif qu'il devrait vraiment s'inquiéter. Le policier a lu le livre du médecin et refuse de le croire. Il pense que c'est une campagne de publicité élaborée, mais Loomis le convainc que Michael est revenu pour sa sœur et qu'il planifie quelque chose de mal. Le shérif essaie d'appeler les parents de Laurie, mais personne ne décroche le téléphone. Yeah, this Sheriff Brackett. Hello? If you can hear me, pick up. Les hommes décident d'aller voir ce qui se passe. Annie et Paul se présentent à la résidence Wallace pour y passer un bon moment ensemble. Au beau milieu du moment le plus romantique de leur soirée, Michael entre furtivement dans la pièce. Il attrape le gars par les cheveux et le tue. Annie crie alors qu'elle tente désespérément de fuir le psychopathe. Malgré ça, Michael parvient à la saisir et à la ramener dans la maison. Annie essaie de se défendre avec un couteau, mais Michael la frappe au visage et elle s'effondre sur le sol. Malgré sa tentative de s'éloigner, Michael la saisit par la jambe et la traîne vers l'arrière de la maison. Ignorant ce qui se passe, Tommy, Lindsay et Laurie regardent un film à la télé. Lindsay doit partir et Laurie décide de la raccompagner chez elle. Tommy est laissé seul. Pendant que tout ça se passe, le shérif Brackett et le docteur Loomis sont dans une voiture de police, se dirigeant vers la maison des Strods, qui sont les parents de Laurie. Le shérif révèle que c'est lui qui a reçu un appel au sujet du suicide de Deborah Myers. Quand il était arrivé, il avait trouvé la petite sœur de Michael. Il l'a laissée dans un hôpital d'une autre ville, sans laisser aucune information. Il n'a jamais mis cette partie dans le rapport, et il s'était dit que c'était fini. Mais il s'avère que les Strods ont adopté la fille, la nommant Laurie. Alors que Lindsay et Laurie se présentent à la résidence Wallace, elles découvrent Annie, blessée et allongée par terre. Michael ferme doucement la porte derrière sa nouvelle proie et se dirige vers elle. Voyant le sang, Lindsay se précipite pour appeler à l'aide. Laurie appelle la police et Annie crie pour l'alerter que Michael est proche. Le psychopathe s'approche de Laurie et la pousse. La fille court dehors et commence à appeler à l'aide. À travers les rues vides, elle court vers Tommy et s'enferme dans sa maison. Lindsay est également là. Michael rattrape Laurie et parvient à rentrer dans la maison. C'est là que la police arrive enfin. Les enfants se sont enfermés dans la salle de bain à l'étage et refusent d'ouvrir la porte, même pour le policier. Le deuxième flic décide de fouiller le reste de la maison. Les agents ne trouvent personne et demandent aux enfants de déverrouiller la porte. Juste au moment où Laurie se dépêche de la déverrouiller, Michael poignarde soudainement le flic dans le dos. Le policier s'affaisse le long de la porte vitrée semi-transparente, saignant. Michael franchit la porte sans aucune hésitation, et même un coup de feu de l'autre officier ne l'arrête pas. Lorsque le maniaque en a fini avec les officiers, il attrape Laurie et l'emmène vers une destination inconnue. Pendant ce temps-là, le shérif et le psychiatre entrent dans la maison de Wallace et trouvent une Annie blessée par terre. Tommy et Lindsay arrivent aussi en courant. Les enfants leur disent qu'ils ont vu le croque-mitaine. Le docteur Loomis les envoie en lieu sûr et part en courant pour retrouver Michael sans attendre Brackett. Laurie se réveille par terre, dans son ancienne maison. Le corps sans vie de Linda est également allongé là. Michael entre dans les lieux et se dirige vers Laurie. À un moment donné, il laisse tomber son couteau et sort une vieille photo. Sur cette photo, on voit Michael et sa petite sœur, mais la fille ne reconnaît personne sur la photo. Puis Michael enlève son masque et s'assoit sur ses genoux. Laurie fait semblant de vouloir l'aider, attrape soigneusement le couteau, le saisit et poignarde l'épaule de son frère.
La blessure n'arrête pas complètement Michael, mais ça donne à Laurie le temps de courir dehors. La fille sprinte quelques mètres et tombe dans une piscine vide remplie de feuilles séchées. C'est là que le psychopathe la rattrape. Le docteur Loomis arrive et essaie d'arrêter Michael. Il tire des coups de feu sur les épaules et le dos de Michael. Ce n'est que le troisième coup qui fait enfin tomber le géant au fond de la piscine. Le docteur Loomis éloigne la fille et essaie de la calmer. Il la met dans la voiture de police. Dès que le médecin prend le siège du conducteur, Michael apparaît de nulle part, casse la vitre du passager et emmène Laurie avec lui dans la maison. Loomis les rattrape et tente de convaincre le maniaque de laisser partir la fille. Michael, it's my fault. I failed you. Please let her go. Michael charge vers le psychiatre, lui saisissant la tête et lui arrachant les yeux. Profitant de l'occasion, Laurie se précipite à l'intérieur de la maison. Le maniaque transporte le corps inconscient de Loomis dans l'une des pièces. Tremblant dans le coin, Laurie essaie de ne pas faire de bruit. Alors que Michael cherche Laurie, la fille attrape le pistolet de Loomis. Alors que le psychopathe passe devant le corps du médecin, il agrippe sa jambe, essayant de le ralentir. Juste à ce moment-là, la sœur du maniaque se dirige vers le grenier. À l'aide d'un énorme morceau de bois, Michael fait des trous dans le plafond. Finalement, Laurie tombe sur le sol du deuxième étage, juste en face du balcon. C'est là que son frère la trouve et se précipite vers elle. Laurie reprend conscience et lui tire une balle dans la tête. Juste au moment où le psychopathe attrape le bras de Laurie, elle tire. La fille, tout ensanglantée, crie, puis la scène s'efface. Contrairement au film original, qui se concentre principalement sur les victimes adolescentes, le remake de Rob Zombie explore la personnalité du personnage principal et les événements qui l'ont transformé en qui il est. L'acteur qui a incarné Michael Myers dans la version 2017 de Halloween mesure 207 cm, ce qui en fait le plus grand acteur à endosser ce rôle. Ce détenteur du record n'est autre que le catcheur Tyler Mane, qui a également joué Dents de Sabre dans X-Men en 2000. Alors que l'histoire était en effet sombre, les autres acteurs ont souvent reproché à Malcolm McDowell, qui a endossé le rôle de Loomis, de les avoir fait rire et de gâcher des prises. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de nous laisser un like et de cliquer sur la cloche de notification pour ne jamais rater nos vidéos. Dans les commentaires, tu peux nous partager ton méchant classique préféré. Déterminons le favori ultime des fans.